J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Quatre ans, jour pour jour, à la tête de la Direction générale des impôts, avec comme mission la mobilisation optimale des recettes fiscales pour le gouvernement. Aujourd'hui, les contribuables s'interrogent. Qu'est-ce que les DG Barnabé Mouakadi Mwamba a fait en termes de bilan à la tête de cette grande administration fiscale, la première de notre pays, la République démocratique du Congo? Quelles sont les différentes actions menées? Quelles sont les différentes politiques mises en place afin de permettre à la Direction générale des impôts d'atteindre ces résultats historiques en termes de dépassement des prévisions? Mesdames et messieurs, très chers contribuables, je vous invite donc à faire un petit voyage avec moi ici à l'Hôtel des Impôts. Bienvenue. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Comme j'avais annoncé à l'introduction, nous sommes à l'Hôtel des Impôts, c'est-à-dire à la Direction générale des impôts. Après le premier mandat du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les acquis qu'on doit préserver, nous nous sommes donné la peine, nous nous sommes fixés un objectif de sonder, de palper. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans chaque secteur? Pour aujourd'hui, nous commençons avec la Direction générale des impôts, dirigée par la main de maître, le DG Barnabé Mouakadi Mwamba, avec toute l'équipe, le staff. Nous allons passer en revue tout ce qui a été fait à la Direction générale des impôts. Quels sont les chiffres avec détail, les assignations et les réalisations? Quelles sont les différentes stratégies mises en place afin d'atteindre ces résultats que tout le monde est en train d'acclamer? Et à la fin, nous allons nous projeter en termes de perspectives. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu en termes de réformes dans les jours à venir afin de permettre à cette administration fiscale, la première du pays, de garder toujours le cap et de dépasser en termes de mobilisation des recettes? Pour répondre à nos interrogations, comme j'avais déjà annoncé, nous allons passer 40 minutes d'interrogation avec les chefs de division, communication et documentation. C'est un habitué de ces magazines, Jamouteba Kassene. Bienvenue. Bienvenue, merci. Merci beaucoup, messieurs les chefs de division, parce que vous êtes toujours disponibles à nous recevoir et à répondre aux préoccupations des contribuables. Pour vous, est-ce que c'est une obligation? C'est tout à fait normal que les responsables que vous êtes de temps en temps, que vous puissiez éclairer la lanterne, mais je pense que c'est un exercice démocratique. Comment vous appréciez cela? Parce que vous le faites déjà, cet exercice. C'est sens d'ouverture. Il faut parler de sens d'ouverture, mais il faut également parler de l'obligation qui nous incombe en tant que chargé de la communication et documentation. Notre rôle, c'est de servir de porte d'entrée et de sortie de l'information fiscale que nous devons communiquer à tous les contribuables. Merci beaucoup. Je vois derrière vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Un mot d'encouragement à toutes les femmes de la République et particulièrement à la femme de la DGI. Mais lorsque nous allons aborder la question relative au plan d'action de M. le directeur général des impôts, vous trouverez que ce dernier accorde une importance capitale
à l'agent, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin, parce que sans l'agent, on ne peut pas réaliser les recettes de la Direction générale des impôts. Et donc la femme, au même titre que l'homme, sont des acteurs importants pour la Direction générale des impôts. Merci beaucoup. Sans la femme, sans l'homme, on ne peut pas atteindre les résultats attendus. Mais M. Jean Moteba, cette émission est à caractère pédagogique, vous le savez, vous êtes un habitué. D'entrée de jeu, avant d'aller dans les fonds, c'est-à-dire en termes de chiffres, pédagogiquement, en une minute, qu'est-ce que les contribuables congolais doivent retenir en termes de missions de la Direction générale des impôts? Quelles sont vos missions? Oui, la Direction générale des impôts, nous les rappelons souvent, est un service public qui relève de la tutelle du ministère des Finances et qui a pour mission principale la collecte des impôts au profit du trésor public. Et cette mission se matérialise à travers ce que nous appelons les procédures fiscales, que sont l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux. Ce sont des procédures qui permettent à ceux ou qui convergent vers l'accomplissement de cette mission essentielle qui est la collecte des impôts. Et lorsque nous parlons de ces missions, ce sont des prérogatives dévolues à la seule direction des impôts, qu'il s'agisse de l'assiette, qu'il s'agisse du contrôle sous toutes ses formes, le contrôle fiscal lui-même, la contre-vérification, le recouvrement et le contentieux, ce sont des procédures dévolues comme prérogatives à la Direction générale des impôts. En sus de cette mission principale, la Direction générale des impôts a d'autres missions telles que son apport à l'élaboration des projets de loi, de tout texte à incidence fiscale en République démocratique du Congo. Donc vous voulez dire que le Parlement doit consulter par de temps en temps la DGI? La troisième mission de la DGI, c'est d'être consulté pour tout projet ou tout document ou toute convention à incidence fiscale. Donc la Direction générale des impôts sert de conseiller du gouvernement en matière fiscale. Maintenant, nous abordons le nez du problème. Le sujet qui nous amène ici, les contribuables s'interrogent. Nous avons suivi année après année, de dépassement en dépassement, mais nous voulons faire une sorte de récap, une sorte de résumé, de synthèse. Quel est l'historique et réalisation des recettes à la Direction générale des impôts? Depuis, je peux prendre les 5 exercices passés, mais on peut commencer à partir de 2000, là où le DG Barnabé a commencé. Oui, il faut noter d'emblée que le président de la République venait de terminer son premier quinquennat et le directeur général des impôts a pris fonction en juin 2020, ce qui fait que le bilan des recettes aujourd'hui, c'est le bilan du premier quinquennat du président de la République. Et lorsque ce dernier a pris mandat à la tête du pays, il s'était assigné en matière fiscale une vision qui est celle de promouvoir le service fiscal en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'avait rappelé lors de son discours à la nation, où il demandait à tous les Congolais de promouvoir le service fiscal et lui-même s'engageait à cet effet de faire en sorte que les revenus fiscaux profitent réellement au bien-être de la population congolaise. Et cette vision du président de la République a été matérialisée par les mesures gouvernementales et mise en application par le directeur général des impôts. Et donc, lorsque le directeur général des impôts a pris fonction, il a ainsi matérialisé la vision du président de la République, certes avec l'accompagnement du gouvernement de la République. Alors, la vision du président de la République, c'était de faire en sorte que la régie ou les régies d'une manière générale puissent mobiliser le plus de recettes possible. Et c'est ce qui a été fait. Au jour d'aujourd'hui, il faut le reconnaître que la Direction générale des impôts est l'un des services à avoir mobilisé le plus de recettes au niveau du trésor public. Et d'ailleurs, lors de la remise du prix à M. le directeur général des impôts, le prix qui lui a été remis par l'Union interparlementaire, il a eu lui-même à épingler que nous sommes le service qui, pendant sa présence à la tête de la Direction générale des impôts, nous avons eu à réaliser plus de 16 milliards de dollars. Ce qui fait que comparativement au budget national, la Direction générale des impôts a participé à plus de 35%
au budget national. Et ce travail de la Direction générale des impôts a été même salué par le président de la République en date du 13 décembre 2023, dans son discours à la nation, où lui-même, le président de la République, reconnaît que nous sommes, et je le cite, nous sommes le régime qui a le plus mobilisé beaucoup de ressources fiscales et donc beaucoup de ressources financières. Ce qui signifie que durant le premier quinquennat du président de la République, la mobilisation des recettes constitue un acquis important que nous devons aujourd'hui consolider. Alors, M. Jean Mouteba, vous avez évoqué les 16 milliards, c'est les cumuls. C'est-à-dire lorsqu'on prend de 2018, 2020, là où le DG a commencé, jusqu'en 2023. Oui. Mais parce que nous, on aime les détails, lorsque je prends seulement les 3 derniers exercices, pour que les téléspectateurs puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce qu'on a mené également les enquêtes, les recherches, pour voir exactement ce qui a été fait. Je prends 2021. En termes de prévision, il a été prévu, en termes des assignations, 5 000 milliards à la DGI, 775 millions, 292, 273, 343. En 2021, la DGI a réalisé 6 000 milliards, 375 quelque chose, ce qui donne un pourcentage de 110%. En 2022, la DGI, en termes des assignations, vous avez reçu des assignations de l'ordre de 7 000 milliards, 254, 997, 750 quelque chose. Et en termes de réalisation, c'est là où il y a eu même les prouesses. On a parlé des miracles fiscaux. Vous avez réalisé 11 000 milliards à la DGI, sous la houlette du DG Barnabé. 11 000 milliards, 470 et quelque chose, qui représente 158%. En 2023, vous avez reçu les assignations de 13 000 milliards et vous avez réalisé 11 724 avec comme pourcentage 86%. D'où ma question. Au regard de ces prouesses, au regard de ces résultats historiques, M. Jean Mouteba, vous êtes chef de division communication et documentation à la DGI, quelles sont les différentes stratégies qui ont été mises en place au sein de l'administration fiscale pour atteindre ces résultats? Oui, il faudra noter là-dessus que depuis que le DG des impôts, le directeur général des impôts, Barnabé Makadi, est à la tête de ce service public de l'État, il s'est assigné pour objectif faire de la direction générale des impôts une administration fiscale performante. C'est-à-dire, c'est une administration qui est vouée à l'optimisation des recettes fiscales. Et pour atteindre cet objectif, là je reviens maintenant à votre question, il faut mettre en place des stratégies ou des actions concrètes pour atteindre cet objectif. À son plan d'action, le directeur général des impôts a travaillé sur 3 points, à savoir d'abord le renforcement des capacités humaines et institutionnelles de l'administration des impôts. Pourquoi il a commencé par le renforcement des capacités humaines? Tenez, c'est l'agent des impôts qui est au centre de toutes les actions. Sans l'agent, on ne saura pas atteindre les contribuables. Sans l'agent, on ne saura pas recouvrer l'impôt. Sans l'agent, on ne saura pas faire le contrôle. Et donc, il faut d'abord miser sur cet agent qui est au centre de toute l'activité. Voilà pourquoi le directeur général des impôts a donné toute l'importance à l'agent sans lequel il est difficile d'atteindre les objectifs d'optimisation des recettes fiscales. Il y a eu autant de programmes de formation. Et j'en arrive. Et pour ce faire, il fallait renforcer les capacités de cet agent, c'est-à-dire le mettre dans des conditions optimales de manière à atteindre cet objectif. Et l'agent des impôts aujourd'hui a ainsi bénéficié de plusieurs formations en matière de renforcement des capacités. Notez, pour la première fois, la Direction générale des impôts au cours de l'année 2023 a formé sur le plan national plus de 3 474 agents. 3 474 agents. C'est en quelque sorte la moitié du personnel de la DGI a bénéficié d'une formation sur le plan national dans tous les domaines de la gestion d'une entreprise et surtout dans les domaines des métiers. Les métiers que nous avons ici sont par exemple le métier de vérificateur polyvalent des impôts, le métier de gestionnaire des comptes,
les métiers des huissiers du Trésor, les métiers, par exemple, des instructeurs. Et donc, toutes ces formations ont été données par une équipe pédagogique qui est toujours très active ici chez nous, à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts. Et sur le plan international, encore une première, la Direction générale des impôts a envoyé à travers les autres administrations, à d'autres centres de formation, 244 agents et cadres qui ont suivi les formations sur le plan international. À l'extérieur du pays. Et pour votre information, aucun agent comme on peut en avoir ailleurs est resté à l'étranger. Tous sont rentrés comme ils étaient partis. Et donc ces agents-là bénéficient aujourd'hui, ces agents cadres bénéficient aujourd'hui des compétences professionnelles attitrées pour leur permettre de faire correctement leur travail. Et toujours sur le plan de la motivation du personnel, les agents des impôts aujourd'hui bénéficient des avantages quant à ce qui concerne leur rétrocession, ce qui fait que dans la partie de la rétrocession qui est réservée à l'administration des impôts, une part importante revient aux motivations du personnel. Il n'y a pas que la motivation du personnel, il y a aussi le matériel qui permet aux agents d'avoir une mobilité professionnelle. Vous vous souviendrez, lors d'une cérémonie qui a eu lieu ici chez nous à la Direction générale des impôts, le directeur général des impôts a eu à remettre à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts des engins, de matériel qui pouvaient permettre à ce que ces agents se déplacent sans beaucoup de problèmes dans toutes les opérations relatives aux procédures fiscales. Et donc là, c'est le premier point de l'action du directeur général des impôts, parce qu'il fallait miser d'abord, comme je l'ai dit, miser de manière systématique sur le renforcement des capacités de l'agent. Outre cet aspect, il y a comme deuxième pilier de son action, c'est le renforcement des indicateurs de performance. Vous savez, oui, c'est-à-dire, vous savez, nous sommes une administration fiscale, et lorsqu'il s'est assigné cet objectif de faire de la DGI une administration fiscale performante, il ne s'agit pas seulement d'une administration qui réalise les recettes, mais en dehors des recettes, qui est cette mission importante assignée à la Direction générale des impôts, au niveau même de la gestion de l'impôt, il y a ce que nous appelons les indicateurs de performance. Primo, il faudrait qu'au sein de la Direction générale des impôts, qu'il y ait la gestion des contribuables, une gestion efficace des contribuables qui se caractérise par un suivi régulier de leurs obligations déclaratives. Peu importe sa catégorie, ce qui va nous permettre de réduire sensiblement ce qu'on appelle les taux de défaillance en matière de souscription de déclaration. Et cette stratégie permet aujourd'hui que tous les contribuables relevant de la gestion de la Direction générale des impôts sont suivis de manière régulière à travers le personnel que je venais d'évoquer tout à l'heure, les gestionnaires des comptes, qu'il s'agisse de ceux qui gèrent les grandes entreprises, les moyennes entreprises ou les entreprises de petite taille. Deuxième critère de performance, c'est la systématisation du contrôle fiscal. À partir de certains indicateurs au niveau interne, il y a les suivis à ce qui concerne le contrôle fiscal, qui aujourd'hui, le contrôle fiscal apporte aussi leurs recettes aux recettes réalisées dans l'ensemble par la Direction générale des impôts. En termes de supplément d'impôt, oui, par leur déclaration, tout comme on peut arriver aussi à d'autres procédures qui amèneraient ou qui pouvaient aboutir à la taxation d'office. Il y a le recouvrement des arriérés fiscaux. Il y a des arriérés fiscaux qui sont recouvrés et leur recouvrement aussi apporte une contribution aux recettes des impôts. Et il y a le traitement des réclamations lorsque certains contrôles s'estiment n'être pas d'accord avec les décisions de l'administration des impôts, ils peuvent se pourvoir en réclamation contentieuse. Et dans ce cas-là, je venais de parler que dans la catégorie de ceux qu'on a formés figurent également les instructeurs de contentieux. Et donc, ces réclamations-là peuvent aboutir soit à des rejets ou à des dégrèvements partiels qui peuvent aussi, lorsqu'il s'agit de dégrèvements partiels, apporter un plus aux recettes générées par l'administration des impôts. Bref, ce sont des indicateurs de performance quant à ce qui concerne la gestion de l'impôt. Outre, bien sûr, comme je l'ai dit, la mission principale qui est
la maximisation des recettes, il faut maintenir les indicateurs de performance. Au-delà de ces indicateurs de performance qui constituent le deuxième pilier de l'action du directeur général des impôts, figure la politique communicationnelle. Lui-même l'a rappelé lorsqu'il a fait ses tournées en dehors de notre pays, aux États-Unis. Il a dit l'une des forces de l'administration des impôts aujourd'hui réside dans la capacité de la communication qu'il a mis à la direction générale des impôts. Vous voyez maintenant que la direction générale des impôts est visible à travers tous les canaux de communication et la direction générale des impôts communique avec les différents contribuables sur leurs obligations fiscales ou sur certaines innovations portées par les différentes lois en matière fiscale. Et donc la communication aujourd'hui, oui, justement, c'est ça le rôle de la communication fiscale. Ce n'est pas seulement de donner l'information. Le travail que nous faisons en matière de communication, c'est d'apporter même une assistance à distance à ce qui concerne l'accomplissement des devoirs fiscaux par certains contribuables. Et tenez, grâce à la communication aujourd'hui, beaucoup de contribuables sont au courant de leurs obligations fiscales. Beaucoup de contribuables connaissent maintenant certaines applications quant à ce qui concerne, par exemple, la souscription de leurs déclarations. Il y a eu des catégories de contribuables qui ont été aussi touchés par la communication, notamment les catégories qui concernent le personnel public de l'État, les personnels locaux des ambassades et organisations internationales, les membres des institutions politiques et les membres de différentes corporations ont été touchés et par la communication et s'acquittent désormais de leurs obligations fiscales. Merci beaucoup. Là, vous venez de brosser, je crois que c'est en quelques lignes, mais il y a trop de détails en termes des axes, c'est ce qui a été fait pour atteindre ce résultat. Mais je reviens encore ici sur le tableau ici que nous avons trouvé dans nos recherches et qui reste authentique. Ce genre de débat. Lorsque je fais le rapprochement, là je suis dedans déjà dans les analyses, je fais le rapprochement entre les réalisations de 2023 et 2022. Je vois qu'en 2022, vous avez à réaliser 11 000 milliards 470. En 2023, vous avez réalisé 11 000 milliards 724. 158% en 2022, 86% en 2023. D'où ma question. Est-ce qu'on suce de ce que vous venez de dire, parce que vous le faites déjà? Est-ce qu'il y a une sorte d'urgence ou un accent particulier en termes d'exploration des autres niches fiscales afin définitivement de permettre à la DGI d'élargir son assiette? Parce que jusque-là, avec le nombre des contribuables qui payent les impôts, statistiquement par rapport à la démographie, par rapport à la population congolaise, ça ne représente presque rien. Et si on laisse les choses comme ça, à un certain moment, le poids même du budget de l'État, ça risque de peser sur un certain nombre, quand bien même ce sont des personnes morales, mais il faudrait que de plus en plus l'assiette soit élargie. Est-ce qu'un accent particulier est envisagé dans ce sens-là? Quand même, on y reviendra sur les perspectives, mais je voulais quand même vous pousser, placer un mot par rapport à ce rapprochement de 2022-2023, afin de vous donner la lumière là-dessus. Il faudra noter à partir de l'analyse de ces données statistiques les réalisations de 2022 par rapport aux prévisions qui dégagent un pourcentage au-delà de 100%. 158%. 158%. Et les réalisations au niveau de 2023 qui dégagent un pourcentage inférieur à 100%, soit 86%, comme vous l'avez dit. Mais en termes de recettes, dans leur valeur absolue, vous verrez que les recettes réalisées par la Direction générale des impôts en 2023 par rapport à 2022, ce sont des recettes de 2023 qui sont supérieures à celles réalisées en 2022, je crois, dégageant même un surplus de 240 milliards de francs congolais. Ce qui signifie qu'il y a eu là un accroissement positif en termes de recettes réalisées en 2023 comparativement à 2022. Mais ce qu'il faudra préciser là-dessus, là, votre question voudrait faire voir que nous avons été en deçà de 100% parce que nous avons réalisé 86%. Il faut noter là-dessus que tout au long de l'année 2023, les recettes de l'année d'avril 2023 n'ont pas été fameuses par rapport aux prévisions de ce mois-là, du fait que la plupart des entreprises relevant de la DGE, qui sont les entreprises minières, ne s'étaient pas acquittées
de leur impôt ou du solde de leur impôt sur le bénéfice et profit. Et c'est ce qui fait que si vous deviez continuer avec vos recherches, vous verrez que les impositions ont été faites en avril 2023 pour que ces entreprises-là qui n'avaient pas payé leur solde de l'impôt sur le bénéfice et profit afférent au dépôt de déclaration en avril 2023, les impositions ont été recouvrées, ce qui fait qu'avec les recettes réalisées par la Direction générale des impôts en janvier 2024, si vous deviez poursuivre vos analyses, vous verrez en janvier 2024, la Direction générale des impôts est allée même au-delà de 200%. Donc, ce qui a été permis, non encaissé en avril 2023 et qui était à la base, avec une incidence au niveau des recettes annuelles, a été récupéré en janvier 2024. On peut dire que c'est grâce au contrôle, parce que le système fiscal congolais étant déclaratif, en avril, ils ont déclaré, ils n'ont pas, bon, je ne dirai pas, parce que je n'ai pas toutes les pièces, mais ils ont déclaré ce qu'ils avaient déclaré, mais lorsque la DGI, parce que la mission de la DGI, c'est le contrôle a posteriori, et c'est ce qui a permis quand même ce supplément d'impôt puisse jouer en janvier 2024, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais quand vous me posiez la question sur l'émission de la DGI, je vous ai dit que la première mission de la Direction générale des impôts reste la collecte des impôts. Mais cette collecte des impôts, pour les communs des mortels, ils savent tout simplement qu'il y a paiement des impôts. Mais dans le cadre des services, la collecte des impôts s'est faite au niveau de l'assiette, c'est-à-dire au niveau de la souscription de la déclaration. C'est là où l'aspect déclaratif, ou la caractéristique du système fiscal en tant que système déclaratif apparaît. Parce que là, le contrôleur vient déclarer et paie son impôt. Oui. Mais au-delà de cet aspect d'assiette, mais la Direction générale des impôts dispose d'autres procédures qui, en définitive, doivent apporter aussi des suppléments d'impôts et qui vont se traduire dans le cadre des recettes générées par la Direction générale des impôts. Cela intervient le contrôle, cela intervient le recouvrement, cela intervient le contentieux. Bref, tous ceux qui ne souscrivent pas leur déclaration sont dans un premier temps soumis à cette obligation de déposer leur déclaration dans les délais, auquel cas la Direction générale des impôts les relance. D'abord, là, nous sommes au niveau de la souscription des déclarations. Et s'ils ne déposent pas leur déclaration, ils font l'objet d'une relance vers la mise en demande de déclarer et qui peuvent aussi forcément aboutir à des taxations d'office. Mais le contrôle fiscal, c'est une opération qui s'opère au-delà de ce que nous appelons la souscription des déclarations. Les déclarations ont été déjà déposées, et bien le contrôle fiscal programme certains dossiers qui seront soumis à un contrôle fiscal et lequel contrôle fiscal peut aboutir soit à un redressement, c'est-à-dire un supplément d'impôt, ou aussi à une taxation d'office lorsque les conditions sont requises pour qu'une taxation d'office soit mise à charge d'un contribuable. Et donc, bref, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce que nous avions manqué à atteindre, ce que nous avions manqué au mois d'avril 2023, parce que tout est parti de là, a été récupéré, et ce qui fait qu'au mois de janvier 2024, les réalisations de la Direction générale des impôts sont au-delà des prévisions correspondant au même mois. Merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Mesdames et messieurs, chers contribuables, si vous nous avez pris en cours, nous sommes en train de décrypter. Il s'agit du bilan de la DGI en tant qu'institution, mais aussi de ses animateurs. Pendant le premier quinquennat du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais la deuxième partie de cette émission sera consacrée aux perspectives d'avenir. La DGI a eu à mobiliser, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir? Nous allons donner la parole à M. Jean Mouteba de nous dire un peu l'économie de ce qui a été prévu. Mais nous saisissons également cette occasion pour vous annoncer, il va encore rebondir là-dessus, qu'à partir du 12 au 16 mars de cette année, c'est-à-dire 2024, il s'organise à Béatrice Hôtel un séminaire de directeurs avec comme thème stratégie et action à mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes fiscales en 2024. Monsieur Jean Mouteba, je reviens vers vous. Félicitations d'abord pour tout ce que vous avez fait. Félicitations pour les chiffres, parce que nous avons palpé la réalité. Ce sont les évidences. Mais le pays a besoin des moyens, des ressources. Il y a la guerre à l'Est, il y a
tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Et la source principale, parmi tant d'autres, ce sont les impôts. Et le pays compte sur le travail que vous faites ici au niveau de la DGI. En perspective d'avenir, qu'est-ce qui est prévu en termes de réformes pour vous permettre de maintenir le cap et d'aller au-delà de ce que vous avez déjà fait? Je crois l'avoir dit au début de cette émission que le directeur général des impôts travaille suivant la vision du président de la République. Et en matière de mobilisation des recettes, tout comme sur le plan général, vous avez suivi vous-même le président de la République lors de son investiture à la tête du pays, s'agissant de son deuxième mandat. Sa vision, c'est d'abord de consolider les acquis. Et pour nous, des impôts, je vous ai dit ici, le premier quinquennat du président de la République en matière de mobilisation des recettes a été un succès énorme. Et pour ce faire, le directeur général des impôts doit d'abord conserver les acquis. Les acquis, c'est-à-dire ce sont des performances réalisées tout au long du premier quinquennat du président de la République. Et les performances qui ont fait que lui-même, le président de la République, a eu à saluer le travail réalisé par la direction générale des impôts lorsqu'il déclare « Nous sommes le régime qui a le plus mobilisé des ressources financières ». Et dans les ressources financières réalisées par le pays, la direction générale des impôts, à elle seule, a contribué à un tiers du budget national. Et donc, nous devons partir de ces acquis-là. Au-delà de ces acquis, c'est comme vous l'avez rappelé vous-même, la direction générale des impôts travaille en fonction des stratégies et des actions. Et pour permettre à ce que l'ensemble du personnel puisse intérioriser ces stratégies, ces actions initiées par la haute direction, le directeur général des impôts organise chaque année un séminaire. Un séminaire, vous l'avez rappelé, un séminaire basé sur les stratégies et les actions à mettre en place pour mobiliser les recettes fiscales en 2024. Ce séminaire a eu lieu l'année passée et ce séminaire s'organise également cette année. Et c'est au cours de ces séminaires que le directeur des impôts pour l'ensemble du pays se réunissent à un endroit bien donné. Pour cette année, c'est à Béatrice Hôtel pour définir les actions et les stratégies à mettre en place pour que ces actions-là soient suivies, soient exécutées par l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts. Ça, c'est la première démarche à faire. Et maintenant, après ce séminaire, les services de communication se mettent à l'œuvre pour permettre à ce que toutes les stratégies, toutes les actions prévues dans le plan d'action de la Direction générale des impôts puissent parvenir à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts. Ça, c'est la méthode de travail que le directeur général des impôts a instituée au sein de la Direction générale des impôts, pour en sorte que l'agent qui est à Kinshasa a la même philosophie du travail que celui qui est dans les différentes provinces de notre pays. Et tout le monde se sent impliqué. Tout le monde partage la même culture fiscale qui a liée à la Direction générale des impôts. Et maintenant, dans les stratégies proprement dites, la stratégie qui est mise en œuvre, comme vous l'avez dit là-bas, c'est travailler en direction toujours de l'élargissement de l'assiette fiscale. Vous l'avez bien dit, et lui-même, le directeur général des impôts, ne cesse de le rappeler. À chaque fois qu'il reçoit un prix ou un diplôme, il le rappelle toujours. Certes, nous faisons des performances, mais par rapport aux potentialités de notre pays, nous avons encore beaucoup à faire. Et pour ce faire, il faudra travailler en direction de la diversification des sources de recettes fiscales. La diversification des sources de recettes fiscales, c'est permettre à ce que l'impôt puisse atteindre ce que vous avez appelé les niches, d'autres catégories, d'autres revenus qui ne sont pas encore pris en compte dans la gestion de l'impôt. C'est à ce titre que dans plusieurs actions qui sont prises dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a notamment les catégories de contribuables qui sont les plus concernées,
En ce qui concerne par exemple l'IPR, il y a les membres des institutions politiques, il y a les personnels locaux des ambassades et organismes internationaux, il y a les membres des agences d'exécution, il y a le personnel domestique, il y a le personnel de micro-entreprises, et bref, l'ensemble de tous ces revenus, peu importe le montant, doit être ramené au trésor public. Et donc c'est ça ce qu'on appelle diversifier les sources de recettes fiscales en termes d'élargissement de l'assiette fiscale. Et donc, et là, il y a beaucoup qui s'est fait maintenant au niveau de la direction générale. Lorsque nous allons aborder par exemple la question des réformes mises en place par la direction générale des impôts, bien sûr, sous l'égide du ministère des Finances, vous verrez, là, il y a par exemple l'institution d'un guichet unique de la patente et de l'impôt forfaitaire. Ce qui signifie que dans la catégorie des entreprises de petite taille, s'agissant principalement des micro-entreprises pour la ville de Kinshasa et des entreprises de petite taille pour la ville, pour la province du Congo central, il y aura une création de ce qu'on appelle un guichet unique de déclaration et de paiement de la patente et de l'impôt forfaitaire. C'est pour permettre à cette catégorie de contribuables-là, qui se voient en quelque sorte devant une dualité entre la DGI et les dépenses qui sont imposées doublement, puissent converger leurs obligations vers un guichet unique, et ce qui pourra permettre à ce que les deux régions puissent capitaliser le répertoire venant des entreprises de petite taille. Et donc là, la question que vous avez posée me pousse directement à aborder la question comme vous avez parlé de perspectives. Il ne s'agit pas de perspectives. Ce sont déjà des réformes initiées par le gouvernement de la République et qui doivent être mises en place par la Direction générale des impôts. Outre cette déclaration que j'ai parlé ici de l'installation du guichet unique, qui est une déclaration commune aux entreprises de petite taille et qui devra être payée en termes de patente et d'impôts forfaitaires, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'obligation de certifier les états financiers par les entreprises relevant du droit commun. Eh bien, la Direction générale des impôts veille également sur la matérialisation de cette réforme fiscale, ce qui fait que les entreprises relevant du droit commun, c'est-à-dire ce sont de grandes entreprises et les moyennes entreprises, qui sont gérées soit par la Direction générale des impôts s'agissant de grandes entreprises, ou la Direction des grandes entreprises, ou les centres des impôts s'agissant de moyennes entreprises, mais même les sièges modernisés au niveau des provinces, et bien ces entreprises-là ont aujourd'hui l'obligation de faire certifier leurs états financiers par soit le commissaire aux comptes, soit par les experts comptables qui relèvent de l'ordre national des experts comptables. Eh bien, cette certification, c'est en quelque sorte une opinion qui donne ce que je venais de citer sur la sincérité des états financiers déposés, ce qui pouvait maintenant contribuer à améliorer le contrôle fiscal au niveau de la Direction générale des impôts. Mais je reviendrai peut-être lors des émissions spécialisées. En dehors de la certification qui est une obligation aujourd'hui, qui est à l'endroit achat des entreprises relevant du droit commun, et là il faut préciser aussi, parce que le défaut de certification des états financiers, il y a des pénalités. Il y a non seulement des pénalités, il y a un rejet de la comptabilité ou de ces états, ce qui entraîne un refus de certification, et le refus de certification, c'est aujourd'hui l'un des motifs de l'imposition d'office, c'est-à-dire la non-certification ou le refus de certification expose le contribuable à une taxation d'office. Outre la taxation d'office, le dépôt des états non certifiés ou réputés non en règle avec la certification expose le contribuable à des amendes de l'ordre de 100 millions de francs congolais pour le premier manquement et de 200 millions de francs congolais pour le cas de récidive. Alors, pour permettre à ce que le contribuable ne tombe pas dans ce cas-là, de payer les amendes et d'être exposé à une taxation d'office, d'où l'importance de faire certifier leurs états financiers auprès des personnes attitrées. Les personnes attitrées, ce sont des personnes indépendantes de la structure qui déposent ces états financiers au niveau de la Direction générale des impôts et lesquelles personnes attitrées relèvent ou sont reconnues par l'Ordre national des experts comptables.
La troisième réforme, c'est l'obligation aujourd'hui qui est faite à une certaine catégorie de contribuables qui seront bien sûr sélectionnés d'ici peu, l'obligation de délivrer ce qu'on appelle la facture normalisée au travers des dispositifs électroniques fiscaux. La facture normalisée, c'est-à-dire une facture obligatoire qui sera délivrée par une catégorie bien sûr qui sera sélectionnée d'ici peu et qui devront sortir ces factures et les délivrer à tout assujetti à la TVA. Eh bien, ces factures-là seront générées par les dispositifs que nous appelons les dispositifs électroniques fiscaux, qui sont des appareils ou des outils qui permettent à ce que, lorsque les contribuables ou les assujettis à la TVA vendent leurs services ou leurs biens, ils sont dans cette obligation d'avoir ces dispositifs électroniques fiscaux, lesquels les outils peuvent générer les factures qu'on appelle les factures normalisées. Je reviendrai aussi dans des prochaines émissions. Avec les détails, parce que c'est très technique pour savoir la différence entre la facture traditionnelle et cette facture normalisée. Quels sont les détails? Elle est standardisée, et c'est une facture qui répond à certaines normes et qui comprend plusieurs autres caractéristiques que la facture normale. Eh bien, dans un premier temps, la TVA. Et dans un premier temps, il y a des commissions qui travaillent là-dessus pour que ça ne sera pas toutes les entreprises, bien qu'elles s'imposent à toutes les entreprises de droit commun, mais dans un premier temps, le travail s'est fait pour qu'il y ait une sélection de certaines entreprises qui passeront d'abord par ces critères d'une délivrance obligatoire d'une facture normalisée au travers les dispositifs électroniques fiscaux. Il y a également une autre réforme, c'est l'immatriculation en ligne, des véhicules. Eh bien, aujourd'hui, il y a cette réforme qui simplifie la procédure traditionnelle d'obtention des plaques d'immatriculation. Qui prend du temps. Qui prenait du temps. Ok, qui prenait du temps. Nous avons expérimenté dans nos enquêtes. On va voir. Expérimenté dans vos enquêtes. Aujourd'hui, maintenant, l'immatriculation en ligne présente des avantages par rapport à l'ancienne immatriculation. Les avantages liés à la commodité, les avantages liés à la rapidité, les avantages liés à l'économie, les avantages liés au paiement du juste prix. La canalisation même. Et donc, cette immatriculation en ligne à partir des applications, dans les logiciels de la Direction générale des impôts, permettent que, comme vous êtes là, à partir de votre maison, à n'importe quel temps, vous puissiez vous-même faire cette immatriculation en ligne, bien sûr en payant le frais, aussi en payant la police d'assurance, et obtenir votre plaque d'immatriculation ainsi que votre carte rose à temps opportun. Et donc ça sont aussi des réformes qui sont déjà d'application au niveau de la Direction générale des impôts. Et je citerai également par la poursuite de cette obligation de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations, dont l'échéance est prévue au 30 mars ici. De ce mois-même. De ce mois-même. Et là, c'est là où on demande à ce que toute personne physique, qu'elle relève du secteur privé ou du secteur public, doit souscrire sa déclaration récapitulative annuelle auprès du centre d'impôt synthétique de son ressort. C'est-à-dire qui n'est pas un paiement, c'est une déclaration annuelle, c'est une déclaration annuelle, c'est une déclaration sans paiement. La déclaration avec paiement aujourd'hui, c'est la déclaration déposée par le redevable légal qui est l'employeur et qui retient à source son impôt et souscrit la déclaration de l'IPER qui est une déclaration mensuelle. Mais par contre, la déclaration annuelle récapitulative, c'est une déclaration qui renseigne le revenu d'un assujetti à l'IPER tout au long de l'année, ainsi que l'ensemble des impôts payés par rapport à ces rémunérations. Et cette déclaration est aussi obligatoire. Et c'est pour cela qu'il est demandé, comme nous tendons vers l'échéance d'ici la fin de ce mois, que toute personne concernée par cette obligation de souscrire sa déclaration récapitulative annuelle devra le faire au plus tard le 30 mars ou à l'échéance du 30 mars pour éviter aussi les pénalités
quant à ces. Merci beaucoup, M. Jean Bouteba. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir dans notre magazine de sensibilisation. Je crois qu'au-delà du fait que nous devons payer, c'est enrichissant en termes d'information. Et c'est tellement abondant que nous devons revenir, comme vous avez même souligné, avec toutes ces réformes pour décortiquer, prendre chaque réforme et puis les développer. Mais pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, si vous avez manqué l'élément ou soit le numéro enregistré sur la déclaration récapitulative annuelle de l'IPER, réalisée avec la Direction générale des impôts, avec M. Jean Bouteba, vous pouvez aller dans notre compte YouTube, Les Contribuables TV. Vous allez voir l'intégralité de cette émission et ça va beaucoup vous édifier. M. Jean Bouteba, nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin pour aujourd'hui, mais la matière est abondante. Le mois de mars, il y a plusieurs activités internes et comme ce qui concerne aussi les contribuables, en passant par les séminaires des directeurs. Il y a le 30, le 31 pour l'échéance de l'IPER, mais le mois d'avril également, le 30 mars pour les républicatifs de l'IPER. Mais aussi, après juste le mois de mars, il y aura la grande échéance de l'impôt sur le bénéfice et profit. Sans pour autant entrer dans les détails en 1 minute. Un mot là-dessus par rapport à toutes ces échéances et aux activités, et ça sera votre dernier mot. Oui, le mot de la fin pour cette émission, c'est que nous commençons d'abord par le rappel de cette obligation qui s'impose aux contribuables pour la déclaration récapitulative annuelle de l'IPR, dont l'échéance est fixée au 30 mars de ce mois et de cette année, et pour lequel nous demandons comme c'est une déclaration non payante. C'est une déclaration qui ne s'accompagne d'aucun paiement. Et donc, il est demandé à chaque personne physique qui relève soit du secteur privé ou du secteur public d'aller déposer sa déclaration ou même de souscrire cette déclaration en ligne vers le centre des impôts, le centre d'impôts synthétique du lieu de sa résidence. Et s'agissant de l'année du mois prochain, eh bien, vous l'avez dit, c'est une grande échéance du fait que cette échéance impose certaines obligations déclaratives pour presque l'ensemble des contribuables, malgré leur catégorie, parce que vous trouverez les micro-entreprises, par exemple, qui doivent déposer, souscrire leur déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit et payer l'impôt forfaitaire. Vous trouverez les petites entreprises qui ont déjà déposé leur déclaration en janvier, au 31 janvier dernier, et qui ont payé la première quotité qui est de 60%, mais qui, au regard de l'échéance du mois d'avril, devront payer la deuxième quotité de 40% sur base d'un bordereau de versement de la deuxième quotité. Et vous trouverez là également les moyennes et les grandes entreprises qui ont une obligation de payer ce qu'on appelle les soldes, après avoir payé les 4 acomptes provisionnels du mois passé, de l'année passée, et ils sont appelés maintenant à déposer leur déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit, certifié bien sûr, certifié, parce que la certification, elle était déjà rendue obligatoire depuis la signature de l'arrêté par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, depuis l'année 2023, et donc ça signifie que les États qui vont accompagner leur déclaration lors du dépôt de cette déclaration en avril prochain devront être certifiés. Et je vous l'ai dit, les défauts de certification, ou les rejets, oui. Donc il y a la sanction qui les incombe. Et au-delà de cette obligation qui s'étend, il faudra dire que maintenant les acomptes provisionnels ne sont plus comme ils étaient l'année passée. Il y avait 4 acomptes qui étaient prévus l'année passée. Lorsque nous reviendrons au cours d'autres émissions, nous parlerons qu'il y a eu des modifications quant à ce qui concerne les acomptes provisionnels. Bref, le mois d'avril qui concerne tous les contribuables, qu'il s'agisse de micro-entreprises, de petites entreprises, des entreprises relevant du droit commun constituées soit à moyenne entreprise ou à grande entreprise. L'essentiel ici, c'est faire en sorte que tous ces contribuables-là respectent leurs obligations. Mais au-delà de ces entreprises qui sont déjà répertoriées, qui sont gérées par la Direction générale des impôts, nous en appelons tout le monde à promouvoir, comme le président de la République lui-même a insisté de le dire,
à promouvoir le civisme fiscal en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que par rapport à la population fiscale, par rapport aux potentialités de notre pays, il faut normalement que nous arrivions, il faut que nous arrivions, disons, à ce qui est prévu ici en termes d'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons plus de contribuables qui doivent arriver aussi à ces obligations fiscales. Pourquoi? Parce que l'impôt, c'est l'affaire de tout le monde. L'impôt sert à tout le monde. Et la fiscalité, comme on le dit, s'invite chaque jour dans nos maisons. Et quand je dis la fiscalité s'invite chaque jour dans nos maisons, c'est chaque acte que nous posons dans nos maisons doit générer un revenu. Et chaque revenu est soumis à un impôt. Et un impôt payé, c'est pour le bonheur de l'ensemble de notre peuple. Merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Chaque acte que nous posons dans nos maisons doit générer un revenu. Et n'oubliez pas, ne s'arrêtez pas seulement à cacher le revenu. Chaque revenu doit générer un impôt. C'est ce que M. Mouteba vient d'interpeller à l'ensemble des contribuables congolais. C'est un réel plaisir pour nous, dans le cadre de nos enquêtes, de nos sondages. Le numéro d'aujourd'hui avec les contribuables s'interroge était consacré au bilan et perspectives au sein de la Direction générale des impôts. Mais nous sommes ouverts à tout celui qui veut communiquer. Les contribuables s'interroge est ouvert pour recevoir tout le monde. Entre-temps, restez tout simplement fidèles dans votre magazine et on se retrouve prochainement. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.